Un enfant de 3 ans, en armure miniature, marche devant des milliers de légionnaires. Il scande son nom. Pas par peur, par amour. C'est le fils de Germanicus, le général que Rome adore. Les soldats l'ont surnommé Caligula, petite botte. Il deviendra l'empereur le plus attendu de toute l'histoire romaine. 30 ans plus tard, dans un couloir sombre du palais, des hommes l'égorgent. On tue aussi sa femme, on écrase la tête de sa fille, un bébé, contre un mur, et personne, dans tout l'Empire, ne lève le petit doigt pour lui. Rome, 24 janvier de l'an 41 après Jésus-Christ. Cet homme s'appelait Caligula, le fou furieux, le monstre qui a nommé son cheval consul, le dément qui a déclaré la guerre à la mer, l'empereur incestueux, sanguinaire, halluciné. Sauf que presque tout ça vient d'hommes qui l'ont haï, ou qui l'ont tué, ou qui écrivaient 80 ans après sa mort. Aucune source amie n'a survécu, pas une seule. Le fou de l'histoire est peut-être d'abord un homme qu'on a eu besoin de rendre fou. Dans cet épisode, on remonte au texte et on sépare l'homme du monstre qu'on a fabriqué autour de lui. En moins de 20 minutes. Caligula naît le 31 août de l'an 12 après Jésus-Christ, à Antium. Son père, c'est Germanicus, le général le plus populaire de Rome, beau, courageux, victorieux en Germanie, présenté partout comme l'héritier idéal de l'Empire. Sa mère, Agrippine, est la petite-fille de l'empereur Auguste lui-même. Difficile d'imaginer un enfant mieux né. Dès l'âge de 2 ou 3 ans, le petit Gaius suit son père dans les camps militaires du Rhin. Sa mère lui fait coudre un uniforme de soldat miniature, une cuirasse et de minuscules bottes de légionnaires, les Caligae. Les soldats fondent. Ils l'adoptent comme mascotte et le surnomment Caligula, petite botte. Toute sa vie, il détestera ce surnom. C'est pourtant celui sous lequel l'histoire le retiendra. Et puis, le malheur s'abat. En l'an 19, Germanicus meurt à Antioche, en Syrie, dans d'atroces souffrances. Il est convaincu, sur son lit de mort, d'avoir été empoisonné. Rome pleure. Le peuple soupçonne l'empereur Tibère lui-même, jaloux de son trop brillant héritier. Ce qui suit est une lente extermination. Tibère et son redoutable préfet Séjane broient la famille de Germanicus. La mère de Caligula est exilée puis affamée à mort. Ses 2 frères aînés meurent, l'un en prison, l'autre poussé au suicide. En quelques années, l'enfant adoré des légions devient le dernier mâle survivant d'une famille décimée. En l'an 31, on l'envoie sur l'île de Capri, officiellement auprès de Tibère. En réalité comme otage. Pendant des années, le jeune homme vit sous le même toit que le vieillard qui a détruit les siens. Un mot de travers, une grimace. Et c'est la mort. Il apprend à sourire à l'assassin de sa mère. C'est là, sur ce rocher, que se forge le futur empereur. Le mythe, tout le monde le connaît. Caligula le fou aurait nommé son cheval consul de Rome. C'est l'image parfaite du tyran dément. Sauf qu'elle ne résiste pas à l'examen. Reprenons les sources. Suétone, qui rapporte la chose, emploie une formule très précise. Il dit « On raconte même qu'il aurait eu l'intention de faire de son cheval un consul. On raconte. Il aurait eu l'intention. » Suétone lui-même signale qu'il transmet une rumeur, au conditionnel, de seconde main. L'autre source, Dion Cassius, est encore plus claire. Le projet n'a jamais été réalisé. Donc, premier fait, le cheval n'a jamais été consul. Aucune source antique, même hostile, ne le prétend. Reste la question. D'où vient l'histoire ? Le cheval existe. Il s'appelle Incitatus. Caligula l'adore, lui offre une écurie de marbre, une mangeoire d'ivoire, des couvertures de pourpre. Ça, c'est sans doute vrai. Un empereur richissime et excentrique qui gâte son cheval de course, rien de fou là-dedans. Suétone va plus loin. Incitatus aurait eu sa propre maison, des serviteurs, des meubles, pour recevoir des invités en son nom. La veille des courses, on faisait taire le quartier pour ne pas troubler son sommeil. Et l'empereur l'invitait à sa table, lui servait de l'orge dorée, buvait à sa santé dans des coupes d'or. Mais l'historien David Woods propose une explication brillante.
Caligula était un provocateur, un homme d'esprit caustique. Menacer de faire de son cheval un consul, ce n'est pas un délire. C'est une insulte calculée, lancée à la face du Sénat. Sa façon de dire « mon cheval ferait un meilleur magistrat que vous ». Une humiliation politique, transformée par des chroniqueurs sénatoriaux furieux en preuve de démence. C'est exactement le mécanisme qu'on va voir tourner pendant tout cet épisode. Une provocation devient une folie. Un homme devient un monstre, parce que ce sont ses victimes qui tiennent la plume. Reculons jusqu'au commencement, parce qu'on oublie toujours comment ce règne a débuté. En mars de l'an 37, Tibère meurt. Le peuple romain est Tibère. Et voilà qu'arrive le fils de Germanicus, le survivant, l'enfant des légions. L'enthousiasme est indescriptible. On rapporte que des dizaines de milliers de bêtes sont sacrifiées en quelques mois pour fêter son avènement. Rome n'a jamais autant aimé un empereur, et le début du règne est à la hauteur. Caligula libère les prisonniers politiques de Tibère, il rappelle les exilés, il met fin au procès en trahison qui terrorisait l'aristocratie. Il rend leur pouvoir aux magistrats. Il publie les comptes de l'Empire que Tibère gardait secrets. Il organise des jeux somptueux pour le peuple, il lance de grands travaux, des aqueducs, des routes, un port. Il aide l'approvisionnement en blé des plus pauvres. Il supprime une taxe impopulaire sur les ventes. Et il fait une chose presque inouïe. Il autorise de nouveau la circulation des livres qu'on avait interdits et brûlés sous ses prédécesseurs. Un geste de liberté que peu d'empereurs oseront. Pendant 7 mois, Rome tient son empereur idéal. Et puis, en octobre de l'an 37, Caligula tombe gravement malade. On ignore ce que c'était. Une fièvre, une infection du cerveau, un épuisement nerveux. L'Empire entier retient son souffle. Des gens font des vœux publics, offrent leur propre vie aux dieux en échange de la sienne, tant il est aimé. Un homme jure de combattre comme gladiateur s'il guérit. Un autre offre sa vie. Caligula les prendra au mot. Il survit. Mais selon les sources, l'homme qui se relève n'est plus le même. Les exécutions commencent. Gemellus, le jeune cousin qu'il devait protéger. Macron, l'homme qu'il avait fait empereur, son propre beau-père. Voilà le récit officiel. La maladie, la bascule, le monstre. C'est commode. Peut-être trop, car ceux qui décrivent ce basculement sont exactement les mêmes qui avaient besoin d'expliquer pourquoi il fallait le tuer. Deuxième mythe, le plus célèbre peut-être. Caligula aurait conduit son armée jusqu'à la Manche, face à la Bretagne, puis aurait ordonné à ses soldats de combattre la mer, de frapper les vagues de leurs épées et de ramasser des coquillages comme butin de guerre contre le dieu Neptune. C'est l'image absolue du fou couronné, et elle est presque entièrement bâtie sur un malentendu. D'abord, l'idée qu'il aurait déclaré la guerre à Neptune ne vient même pas vraiment des sources antiques. Elle a été popularisée par un roman célèbre du siècle dernier, Moi, Claude, de Robert Graves, lu par des millions de gens et porté à la télévision. De la fiction, devenue mémoire collective. Ensuite, les coquillages. En latin, le mot employé est musculi, ça veut dire coquillage, mais ça désigne aussi, dans le vocabulaire militaire romain, des abris de siège, des baraquements du génie. Plusieurs historiens pensent qu'on a confondu un ordre technique avec une lubie. Ramasser les musculi pouvait vouloir dire démonter les abris, pas ramasser des coquilles. Enfin, le contexte. Caligula prépare réellement une invasion de la Bretagne. Il fait construire un phare à Boulogne, un phare bien réel qui guidera les navires pendant des siècles. Il a aussi mené une vraie campagne militaire en Germanie, franchi le Rhin, commandé des légions. Et ces fameux coquillages, Suétone les appelle les dépouilles de l'océan, destinées à un triomphe. Un empereur qui met en scène avec démesure une victoire symbolique sur le bout du monde connu, ce n'est pas un dément, c'est un propagandiste. Cette campagne n'aboutit pas sous lui. Mais quelques années plus tard, son successeur Claude reprend exactement le même plan et conquiert la Bretagne en l'an 43. Le geste insensé de Caligula était peut-être le brouillon d'une stratégie que Rome a fini par exécuter. La folie de l'un devenue le triomphe de l'autre. Alors, qui était cet homme vraiment ?
D'abord, un survivant traumatisé, n'oublions jamais qu'appris des années à vivre auprès du vieillard qui a fait affamer sa mère. En souriant, en dissimulant, en sachant qu'une émotion mal contrôlée le tue. Quel esprit sort intact d'une chose pareille? Suétone lui-même rapporte que, enfant, Caligula souffrait du haut mal, des crises, et qu'adulte, il ne dormait jamais plus de 3 heures. Les nuits, il errait dans le palais immense, attendant le jour, parlant seul, à voix haute. Cet homme était malade, pas seulement cruel, malade. Il y a aussi une tendresse, féroce, presque malade. Sa sœur Drusilla. Quand elle meurt, en l'an 38, Caligula s'effondre. Il décrète un deuil public, interdit qu'on rie, qu'on se baigne, qu'on dîne en famille. Il la fait diviniser. La première femme romaine élevée au rang de déesse d'État. Excès grotesque pour ses ennemis. Chagrin réel d'un homme qui a vu mourir presque tous ceux qu'il aimait. Quant à l'inceste avec ses sœurs, l'accusation la plus infamante, Tacite la rapporte comme une simple rumeur. Et surtout, Sénèque et Philon, 2 contemporains qui le détestaient, qui l'ont côtoyé, n'en disent alors pas un mot. Le silence des ennemis présents pèse plus lourd que la rumeur des chroniqueurs absents. Mais attention, réhabiliter n'est pas blanchir. Caligula a bel et bien fait exécuter des hommes sans procès. Il a humilié, terrorisé, ruiné des sénateurs. Il a vidé le trésor que Tibère avait rempli. Il a confondu l'État avec son caprice et le pouvoir avec la peur. Sa cruauté n'est pas une invention. La vérité n'est ni le saint ni le monstre. C'est un jeune homme brisé, brillant, dangereux, jeté à 24 ans à la tête du monde, sans personne pour lui apprendre à ne pas devenir ce qu'il avait vu. La fin se prépare dans l'humiliation. Cassius Chaerea est tribun de la garde prétorienne. Un vétéran, un dur, un survivant du massacre de la forêt de Teutobourg. Un homme respecté. Caligula, lui, le méprise. Il se moque de sa voix, qu'il trouve trop fluette pour un soldat. Quand Chaerea vient chercher le mot de passe quotidien, l'empereur lui impose des mots orduriers, Vénus, Priapé. Et quand l'officier doit lui baiser la main, Caligula tord les doigts en un geste obscène. Jour après jour, devant les autres, on brise un homme d'honneur. Chaerea n'est pas seul. Autour de lui se forme une vraie conspiration. Des prétoriens, des sénateurs, des affranchis, tous ceux que la peur a fini par rendre plus dangereux que la peur elle-même. Et les présages s'accumulent. L'oracle d'Antium, dit-on, l'avait averti. Méfie-toi de Cassius. Caligula crut devoir se garder d'un autre Cassius, pas de celui-là. 24 janvier de l'an 41. Les Jeux palatins. En fin de journée, Caligula quitte le spectacle par un passage couvert qui relie le théâtre au palais. Un couloir étroit, peu de gardes, Chaerea frappe le premier, puis les autres, une trentaine de coups. L'empereur s'effondre sur le sol, il a 28 ans, il a régné moins de 4 ans. Ce n'est pas fini. Les conjurés courent jusqu'aux appartements impériaux. Ils tuent sa femme, Césonia, et ils écrasent la tête de sa fille, une enfant en bas âge, contre un mur. On efface la lignée entière. Au Sénat, certains rêvent 1 heure de restaurer la République. Mais les prétoriens trouvent un homme caché derrière une tenture, l'oncle bègue de Caligula. Claude. Ils le proclament empereur. Chaerea, lui, sera exécuté. L'homme qui a tué le tyran meurt comme un criminel. Alors, pourquoi cette image de fou furieux a-t-elle traversé 2000 ans, presque intacte? Posons une question simple. Qui a écrit l'histoire de Caligula? Sénèque. Philosophe brillant et ennemi personnel que Caligula avait failli faire exécuter. Suétone, qui rédige sa biographie 80 ans après les faits, sous d'autres empereurs, à partir de Rago de Palais, Dion Cassius, plus tard encore. Et derrière eux tous, la classe sénatoriale, celle qu'il a humiliée, dépouillée, terrorisée, celle qu'il a fait assassiner. Aucun témoignage favorable n'a survécu, pas une lettre d'ami, pas un éloge. L'histoire de Caligula, c'est un dossier d'accusation rédigé par les accusateurs,
le récit le plus détaillé de son assassinat ne vient même pas d'un Romain, mais d'un historien juif, Flavius Joseph, écrivant 2 générations plus tard. Le reste, ce sont les vaincus de Caligula qui le racontent. Après sa mort, le Sénat voulut effacer jusqu'à son nom, abattre ses statuts, le rayer de la mémoire. Son oncle Claude les en empêcha, à moitié. Les historiens modernes, comme Anthony Barrett ou Alois Winterling, ne le réhabilitent pas en saint. Ils décrivent autre chose. Un autocrate calculateur qui a voulu transformer un pouvoir hypocrite en monarchie assumée, qui a perdu, et que les vainqueurs ont eu besoin de peindre en dément. Parce qu'un fou, on n'a pas à l'imiter. On a seulement à l'oublier. C'est exactement la même mécanique que pour Robespierre. Le lendemain de la mort, les survivants écrivent le portrait du mort. Et ils le chargent de tout. Le cheval, les coquillages, l'inceste. Ces images ne nous disent peut-être pas qui était Caligula. Elles nous disent comment Rome a voulu qu'on s'en souvienne. La vraie question que pose cet épisode n'est pas « Caligula était-il fou ?» C'est « Qui décide ? Qui est fou ?» une fois que l'homme est mort et qu'il ne peut plus répondre.